Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour ce numéro de Zoom sur qui va parler d'environnement de façon générale. Quelle est la stratégie nationale en matière d'environnement pour l'année 2018, le bilan des réalisations pour l'année écoulée. Nous parlerons également du parc national du Diaoling, son utilité, ses missions, entre autres. Questions que nous allons poser à nos hôtes, M. Mohamed Yahya Oulafdal, qui est chargé de mission au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Dr Daf Oulsahl Ouldaf, qui est directeur du parc du Diaoling. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ma première question s'adresse à M. Oulafdal. La stratégie nationale pour cette année dans le domaine de l'environnement, si vous pouvez nous dire les grands axes. Merci beaucoup. Donc, il faut peut-être rappeler qu'une stratégie ne s'inscrit pas de façon exclusive dans un cadre temporel annuel, mais plutôt dans un cadre pluriannuel. Et nécessairement, une stratégie est un document qui ratisse sur une dizaine d'années minimum. Donc, l'année 2018 sera pour le secteur de l'environnement une année particulièrement importante. Ce sera la deuxième année de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de développement durable pour la période 2017 à 2021, qui est quand même une nouveauté dans le contexte de planification. Et donc, il s'agira donc de continuer à mettre en œuvre un certain nombre d'activités inscrites sur le moyen et long terme, dont des actions de connotation thématique au niveau national, y compris au niveau local, mais aussi des actions de connotation internationale, globale, qui visent donc à honorer un certain nombre d'engagements en matière d'accords multilatéraux sur l'environnement et donc en matière de conventions internationales. Il sera donc extrêmement difficile d'être exhaustif et limitatif quand on énumère donc les contenus ou, si vous voulez, un peu la teneur de l'action 2018, parce que, comme je l'ai dit, c'est une action étendue qui est aussi à cheval entre plusieurs années, mais évidemment, au niveau thématique, au niveau géographique et en termes de partenariat, il sera très facile, évidemment, d'énumérer, de donner une description des grandes lignes, des activités phares qui, évidemment, vont continuer donc à toucher l'essentiel des centres d'intérêt qui sont actuellement pris en charge par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à savoir les questions de connotation politique qui visent à intégrer le développement durable et l'environnement dans les politiques publiques, mais aussi les questions de mobilisation, les questions de plaidoyer, les questions de communication, les questions donc de connotation transversale, mais évidemment les autres questions thématiques, à savoir la gestion des impacts environnementaux des projets économiques, les questions donc liées à la gestion du littoral, les questions liées à la gestion des changements climatiques et de leurs aléas et impacts au niveau national, y compris au niveau local. Et bien entendu, les autres questions liées à l'énergie, les questions liées à la gestion des forêts, liées à la chasse, et évidemment le partenariat avec les collectivités locales, avec les acteurs non étatiques. Et évidemment, c'est un vocabulaire qui est évidemment d'usage en matière d'activité du ministère de l'Environnement, qui est un département qui intervient un peu partout sur le territoire, qui évidemment est concerné par, disons, chaque kilomètre carré, il a un mandat, ce kilomètre carré, et donc ça fait donc une bonne illustration de la diversité de cette action et de ce mandat. Nous allons détailler ça un peu plus tard. Donc, Monsieur Dr Daf, dans quel contexte et pourquoi a été créé pour camper un peu le débat, le parc du Diaoling? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal-mursalin. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. Et pour répondre à votre question, à vrai dire que le parc national du Diaoling a été créé dans un contexte un peu particulier. Il est connu de par le monde que ces aires protégées sont créées dans des espaces connus par les richesses
et de diversité biologique, ce qui n'est pas le cas pour le parc national du Diaoling. Celui-ci a été créé suite à la dégradation de l'environnement au niveau du bas-delta mauritanien. Et cette modification, son origine n'est autre que les aménagements hydro-agricoles à travers la valorisation qui a été engagée par les pays membres de l'OMVS et également un facteur naturel que la sous-région a connu, qui est la sécheresse dans les années 70. Ces deux facteurs ont eu un impact négatif sur le fonctionnement de cet écosystème. Ce dysfonctionnement se traduit par la perte de la productivité de ces sols et en effet la disparition des ressources naturelles et qui a eu comme conséquence néfaste l'appauvrissement de la population locale et notamment l'exode rural vers les grandes villes, Nouakchott particulièrement, et la ville de Rosso. Voilà en gros et en résumé le contexte dans lequel est créé le parc national du Diaoling en 1991 suite à une étude d'impact environnemental qui est censée être faite en amont de la mise en place du barrage de Diama, qui est un barrage anti-sel pour empêcher l'intrusion des eaux marines dans le fleuve et ses affluents. Et donc, cette étude d'impact environnemental qui a été faite en aval finalement a recommandé la création de cette aire protégée dont l'objectif est de compenser les effets négatifs de ces aménagements hydro-agricoles conjugués aux effets de la sécheresse. Donc, notre gouvernement a pris cette décision courageuse en 1991 de se lancer dans cette aventure avec certains de ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature, et créer sur la rive droite le parc national du Diaoling. En vue de reconstituer les fonctions de cet écosystème, il était nécessaire de mettre en place un ensemble d'infrastructures hydrauliques qui sont des digues ayant un double objectif, à la fois la gestion de l'eau, mais également le désenclavement de la population locale. Et donc, stimuler une crue artificielle qui correspond en théorie à aux premières pluies de l'hivernage, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année jusqu'au 31 octobre, à travers un ensemble d'ouvrages en connexion directe avec le lit du fleuve Sénégal. Et par la suite, la décrue, elle commence le 31 à partir du 31 octobre jusqu'à en fonction des années, le fin mars jusqu'à fin avril. Donc l'entrée de cette eau dans la plaine inondable intervient avec l'entrée des géniteurs, à titre d'exemple, de poissons. Et donc ils s'y reproduisent dedans et la croissance commence dans cette zone-là. Donc au fur et à mesure que ce plan de gestion de l'eau qui a été largement concerté avec les usagers locaux, cela a permis la réapparition de ces ressources naturelles dont dépendait la vie de ces citoyens mauritaniens au niveau de cette zone-là. C'est la deuxième aire protégée. Mais quelle est sa particularité par rapport au Bandarguin, par exemple? Exactement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit que les aires protégées sont créées dans des zones qui sont connues par les richesses et diversité biologique. Et donc, la mission de créer, assignée à ces aires protégées, c'est de conserver ce patrimoine. Contrairement au Diaoling, c'est un environnement qui a été totalement détruit et on a créé une aire protégée en vue de reconstituer les valeurs et fonctions de cet écosystème et donc de fournir l'ensemble des services directs et indirects de cet écosystème. Et donc, c'est une véritable chef-d'œuvre parce que c'est vraiment du travail. Ce qui a été fait au Diaoling et franchement dit, cette expérience inédite a fait l'objet de multiples publications au niveau international. Et la décision de créer cette aire protégée était une décision véritablement courageuse.
Donc, monsieur Mohamed Yahya, je vais un peu entrer dans le vif pour vous poser des questions plus précises. Par exemple, quand je prends le sachet plastique, on sait que depuis 2012, il a été interdit. Mais le bilan est là. Les sachets sont toujours, ils circulent toujours, par exemple. Oui, effectivement, le gouvernement a entrepris dès 2012. En fait, ce n'était pas exactement en 2012 parce que la mesure a commencé est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, après 6 mois de moratoire, du 1er juillet 2012 au 31 décembre. Et de toute façon, il demeure évident que la gestion de ces polluants est passée vraiment d'un mode à l'autre. Et donc, le bilan, évidemment, est un bilan perfectible, mais il demeure évident, clair, que la réduction de ces emballages plastiques s'est faite de façon progressive. Et malgré évidemment les défis et les enjeux liés à cette réglementation, qui n'a pas été évidemment réussie par d'autres pays, alors que la Mauritanie l'a mise en œuvre donc, de façon assez courageuse et sans passer par un certain nombre de mesures graduelles qui, au conditionnel, auraient apporté aussi, je dirais, une façon un peu de mitiger un peu la réforme. Et je pense que, comme tout le monde le sait, actuellement le gouvernement est en train de renforcer cette réglementation à travers une nouvelle batterie qui arrive donc au niveau légal, donc au niveau carrément d'une loi. Et je pense que dans tous les cas de figure, les polluants plastiques utilisés dans les emballages, donc aujourd'hui en Mauritanie, sont réduits à des usages, à des utilisations clandestines. Et évidemment, le ministère et ses partenaires, le ministère donc et l'ensemble donc des dispositifs gouvernementaux demeurent vigilants sur la nécessité évidemment de continuer à appliquer cette réforme et de lui permettre donc d'arriver à une maturité. Et évidemment, il ne faut pas perdre de vue que les emballages plastiques représentent des habitudes qui sont à la fois des habitudes dans le commerce, dans l'alimentation, dans la subsistance même, et que ces emballages, malheureusement, arrivent d'un peu partout dans le monde, y compris au niveau des frontières, avec parfois des filières difficiles à démanteler. Et la réglementation étant appliquée au niveau national, ça, évidemment, ça n'a pas permis de façon exclusive de venir à bout d'un certain nombre de filières clandestines. Et ce sont ces filières clandestines qui se sont opérées et qui font l'objet donc d'une traque sans merci par la brigade mobile d'environnement, les délégations, les dispositifs de répression au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi de l'ensemble de l'appareil donc de la force publique. Et je pense que de façon objective, la mise en œuvre, le bilan de quelques années de mise en œuvre de cette réforme est un bilan satisfaisant. Et je pense que le ministère aussi, évidemment, comme l'a toujours dit le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Amédi Camara, est en train toujours de tirer les leçons et de perfectionner les dispositifs de mise en œuvre sur le plan logistique, sur le plan humain et surtout sur le plan législatif et réglementaire en matière de texte. Et c'est ce qu'on est en train de constater ces dernières semaines, avec évidemment des rotations au niveau de l'Assemblée, avec des textes qui sont soumis à des amendements et avec des équipes qui sont de plus en plus aptes à traquer ces infractions et ces contrevenants. Et je pense que c'est quelque chose qui a donné des résultats sur le terrain, parce que, évidemment, l'ampleur de ce phénomène, évidemment, est passée d'un mode à l'autre, c'est passé d'une envergure à une autre, parce qu'aujourd'hui, les sachets plastiques, ce n'est plus les océans de polyéthylène basse densité qu'on constatait dans le riz, dans le riel. Ce n'est plus non plus la morbidité animale et évidemment l'atteinte un peu et le préjudice à l'esthétique urbaine et au paysage. C'est des cas sporadiques que les dispositifs
du ministère continue à traquer. Et c'est une lutte sans merci, c'est une lutte implacable, mais c'est une lutte qui est aussi qui continue, qui n'est pas une œuvre vraiment d'une année ou d'une semaine ou d'un mois. C'est un effort soutenu qui va continuer à l'être. Et je pense que la perspective maintenant qui est offerte, c'est effectivement cette nouvelle loi qui durcit effectivement un certain nombre de sanctions liées à ces infractions et qui à la fois aussi présente un certain nombre de correctifs, de mesures correctives liées à un certain nombre d'usages. Et je pense que c'est comme ça que les choses pourront donc avancer. Et comme je l'ai dit, globalement, c'est une réforme qui, de façon objective, continue donc à donner des résultats de façon progressive et elle fait l'objet toujours d'une attention particulière au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et je prends juste un autre exemple. C'est vrai qu'au ministère de l'Environnement et du Développement durable, vous êtes actif, mais y a-t-il un suivi? Quand je prends l'exemple du reboisement, par exemple, on a assisté à des campagnes de reboisement, mais y a-t-il un suivi? Et oui, évidemment. De toute façon, les reboisements, c'est des opérations classiques qui sont des opérations de restauration à travers donc, des plantations d'essences, d'espèces qui soient adaptées à des environnements, à des écosystèmes donnés. Les reboisements se font dans des opérations souvent connectées à des cadres d'arrangement de projets. Parfois se font aussi dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre ou d'un certain nombre d'événements qui sont pertinents à la plantation. Et évidemment, un reboisement, comme tout le monde le sait, est une œuvre qui requiert aussi du temps. Parce que ce n'est pas quelque chose comme construire un mur ou construire un bâtiment. Planter des arbres, c'est une œuvre qui requiert du temps, de l'attention, de l'anticipation, de la persévérance, de l'acharnement même. Et je pense que, pour revenir à votre question, le ministère a entrepris plusieurs campagnes, plusieurs opérations de reboisement de grande envergure au niveau périurbain, mais aussi au niveau villageois, en milieu rural. Et évidemment, il y a le suivi, parce que dans tous les cas de figure, une action de projet est une action qui est nécessairement assortie des modalités de suivi. Il reste maintenant qu'il n'y a pas que, évidemment, il n'y a pas que les aspects faciles ou simples. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de défis, parce que déjà, planter un arbre, ça sous-entend des mesures d'accompagnement sur le moyen terme, parce qu'il ne faut pas penser à boucler la chose au bout d'un an ou deux, et en même temps, ça sous-entend des moyens, ça sous-entend, bien entendu, une capacité d'anticipation de ses besoins, et évidemment, il y a les questions d'appropriation, et tout ça, ça renvoie aussi à la question de partenariat, ça renvoie à la question d'accompagnement par les collectivités locales, par les acteurs non étatiques. Ça renvoie à d'autres questions de synergie qui sont nécessaires parce que le ministère de l'Environnement, il n'est pas son mandat de continuer à planter des arbres et à continuer je dirais, à assurer le suivi de façon illimitée dans le temps et dans l'espace. Mais notre mandat devrait plutôt être de planter et de faire planter des arbres par tout le monde. Et je pense que c'est ce que le ministère a fait au bout de plusieurs années autour de Nouakchott, quand le ministère a accompagné effectivement l'implication de l'ensemble des dispositifs gouvernementaux, mais aussi non gouvernementaux. Et le ministère donc a fait planter tout le monde. Et je pense que nous avons autour de Nouakchott quand même une belle illustration de cette action. Et vous pouvez regarder sur Google Earth, vous pouvez vous-même vous déplacer et regarder un peu les blocs reboisés depuis 2011 et regarder et vous rendre compte un peu du bilan. Nous pensons que c'est là une belle réussite. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'œuvres de plantation au niveau national à l'intérieur du pays. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que ces
ces histoires un peu réussies, parce qu'il y a beaucoup de cas où ces reboisements ont fait l'objet vraiment de beaucoup de défis, y compris des problèmes d'adaptation, des espèces qui n'arrivent pas à s'adapter de façon, je dirais, minimale. Mais il y a aussi des questions d'appropriation, des questions de suivi, des questions de gardiennage, des questions de mobilisation, parce que l'environnement et la plantation de reboisement, ça requiert évidemment, comme je l'ai dit, l'implication de tous, à tous les niveaux, et notamment par les collectivités locales et par les acteurs non étatiques et par les ménages et par les citoyens lambda, parce que c'est là un peu la logique d'un reboisement, et c'est une œuvre qui se fait sur plusieurs années, parce que planter à partir d'un plan et arriver jusqu'à un arbre, ça, on est déjà à 10 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter sur une année ou sur quelques mois. C'est un peu ça. Merci. Monsieur Dr Daf, revenons au parc du Djaoling. Vous avez un peu parlé de ces missions, mais de façon ramassée. Mais quel est son impact sur les populations locales? Merci. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettez d'enrichir un peu les débats sur les questions que vous avez posées à mon collègue, M. Lerdad. Je dois tout juste apporter l'information comme quoi qu'en matière d'interdiction des sachets plastiques, que notre pays a pris du devant sur l'ensemble des pays de la sous-région. De même aussi sur un ensemble de pays au niveau européen qui sont beaucoup plus avancés. Et pour la deuxième question concernant la suite et la capitalisation de ce programme de protection de la ville de Nouakchott à travers ces actions de reboisement, la suite en est que le ministère ne s'est pas démarqué de cette mission. Vous avez maintenant la création de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, qui est une traduite de l'engagement avec un ensemble de pays de la sous-région, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Donc, c'est un projet de grande envergure, et donc le ministère assure bien évidemment sa mission et ne se démarque pas en réalité de ces acquis qui sont déjà enregistrés, et poursuit cet effort. Revenons à votre question concernant l'impact socio-économique de la création du parc national du Djaoling. Vous savez, autour de cette aire protégée vit une population qui, selon les statistiques, est estimée à environ 8000 habitants, selon les données de l'Office national de la statistique en 2013, avec une croissance démographique de 5,6% selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Et donc son impact pour la population locale et l'exploitation, mais bien évidemment durable, de ces ressources naturelles qui sont le résultat de cette restauration écologique des fonctions de cet écosystème estuarien. Il va falloir en fait aussi signaler que les bas-deltas de par le monde sont connus avec leur richesse biologique, et qui dit richesse biologique, c'est-à-dire la richesse aussi en matière de ressources naturelles. Mais pourquoi cette richesse, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette richesse? C'est le carrefour d'un ensemble d'écosystèmes marins, continentaux et fluviaux. Mais le fait que cette aire protégée, et il est connu de par le monde qu'il y a toujours un manque d'accompagnement ou un certain désistement au niveau mondial en matière d'accompagnement de la population locale aux gestionnaires de ces aires protégées, ce qui n'est pas le cas au niveau du parc national du Djaoling. Et je peux citer même qu'au niveau de la sous-région, la création de certaines aires protégées a été accompagnée par la délocalisation des populations locales, ce que notre gouvernement n'a jamais fait. Au contraire même, pour le parc national du Djaoling, il est un parc ou une aire protégée, si j'ose le dire, est un parc qui a allié la conservation de la biodiversité au développement durable au niveau de cette zone-là. Pourquoi? Parce que déjà, pour reconstituer cet écosystème, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de documentation en vue de connaître davantage comment il fonctionnait. C'est pourquoi il a été fait recours
au savoir traditionnel de la population sur la circulation de l'eau au niveau de cette plaine, car il s'agit d'un estuaire qui recevait de l'eau douce pendant une période de l'année et de l'eau salée pendant une période de l'année. Et ce qui, enfin, en fait, des saisons de crues, crée ce qu'on appelle l'eau saumâtre. Cette eau saumâtre est indispensable pour le développement et la croissance d'un ensemble d'écosystèmes tels que les écosystèmes de mangroves, connus aussi par leur richesse et dont, au niveau du Djawling, on peut citer deux espèces. Et ce qui fait la particularité de ce parc, c'est la présence de ces deux espèces de mangroves, la Vicenia germinans et le Rhizophora racemosa. En effet, pour ce qui concerne l'impact socio-économique, vous avez l'exploitation de ces ressources naturelles, vous avez la pêche à titre d'exemple et les données les plus récentes et que les pêcheurs, et ce sont des pêcheurs bien évidemment autochtones et qui exercent cette activité ancestrale, les pêcheurs ont fait cette année-là un bénéfice mensuel de 400 000 louguias par pêcheur. C'est une valeur ajoutée considérable et qu'on doit en prendre en compte. Non seulement ça aussi, la qualité aussi des pâturages pour les animaux et à vrai dire qu'au niveau de cette zone-là, avec cette gestion de l'eau, elles permettent au fur et à mesure que la décrue avance, donc l'apparition d'un couvert végétal et avec des espèces de haute valeur fourragère. Vous avez également l'exploitation d'un certain nombre d'espèces végétales qui ne poussent qu'au niveau de cette zone-là, telles que le Sporobolus robustis, que les femmes cueillent pendant une période de l'année et font le tissage des nattes qui se caractérisent et se distinguent par la durabilité. Ce qu'on appelle localement téchiane. Téchiane, effectivement. Vous avez également l'exploitation d'autres graminées, telles que l'Echinocloa colonna, qui est une plante graminée qui est exploitée aussi par ces femmes. Et donc, ça aussi, il y a eu l'introduction d'une nouvelle activité, c'est le maraîchage au niveau des zones dunaires. Et c'est grâce à l'adoucissement avec les lâchers d'eau douce que la nappe a été rendue beaucoup plus douce et que le parc a introduit cette nouvelle activité de maraîchage au niveau de cette zone-là. Mais ce parc est méconnu du grand public, cela il dit à quoi et que faites-vous pour pallier à cela? Oui, effectivement que le parc malheureusement est méconnu à comparer avec le parc national du Bandarguin. Là, on va en fait peut-être avancer l'argumentaire d'âge, parce que le Bandarguin est créé en 1976, contrairement au Djawling qui est créé en 1991. N'empêche qu'en matière de communication sur le parc, les plus importants et qui a contribué à faire connaître au grand public le Djawling, c'est la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il a effectuée lors de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin en 2015. À vrai dire que cela a fait connaître au grand public mauritanien le parc national du Djawling et c'est l'unique président de la République qui s'est rendu depuis pratiquement l'indépendance de la Mauritanie ou depuis même la création du parc au niveau du Djawling. À cela s'ajoutent aussi plusieurs missions aussi de travail, particulièrement de son Excellence Monsieur le ministre, Monsieur Amédi Camara, qui s'est régulièrement rendu dans le parc avec certains collègues membres du gouvernement. Mais en plus de ça aussi, nous avons une stratégie de communication qui constitue le 5e axe du plan d'aménagement et de gestion du parc pour la période quinquennale qui a écoulé. Et en perspective, nous avons l'élaboration et l'actualisation de ce plan d'aménagement et de gestion. Et l'accent est mis particulièrement sur la communication. On a également l'ensemble des émissions que fait la télévision nationale, surtout en ce qui concerne l'émission faite par M. Zemzem. Et au-delà de ça, nous avons des programmes d'éducation environnementale et de sensibilisation que nous avons ciblé les écoles au niveau local, bien évidemment. Et également, il y a eu l'organisation d'excursions qui sont faites pour des lycéens au niveau de Nouakchott. Ce sont des écoles privées
qui ont été à organiser des excursions au niveau local. Et tout ça, ça permet de contribuer à faire connaître le parc. Nous avons aussi les outils de communication, les nouvelles technologies telles que les sites web qui a été créé. Nous avons également saisi l'organisation de cet événement annuel, les festivals des villes anciennes. Et j'avoue que le stand qui a été mis par le parc cette année à Tichit a beaucoup suscité l'intérêt de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, il y a un ensemble, tout ce qui est mis à notre disposition en matière de communication, nous le saisissons. Et à cette occasion, on remercie vraiment la télévision nationale sur l'effort considérable que vous faites. L'autre chose aussi, et je dois la signaler aussi, que pour la première fois, le Parc national du Djaouling, son bilan a été cité dans la déclaration politique du gouvernement par son Excellence Monsieur le Premier ministre Yahya Ould Haddamin l'année dernière, de même aussi pour cette année-là. Et là, franchement dit, ça contribue beaucoup et ça nous encourage, nous aussi de notre côté, de poursuivre cet effort. Merci. Monsieur Mohamed Yahya, nous avons parlé du reboisement, des sachets plastiques. Revenons à la gestion des carrières, par exemple. Leur impact quand on sait qu'ils sont à ciel ouvert, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça? Oui, bon, les carrières de toute façon représentent des activités économiques. C'est des activités qui sont réglementées. Il y a des procédures pour exploiter une carrière. Je pense que c'est une ressource naturelle comme une autre. À partir du moment où la décision, l'orientation de l'exploiter est prise, et il faut tout simplement essayer de mitiger un certain nombre de risques et évidemment d'accompagner un certain nombre d'aléas qui naissent un peu de l'exploitation. Donc pour les carrières, il existe plusieurs types de carrières. Il y a des carrières dites industrielles qui évidemment sont répertoriées, donc cartographiées et répertoriées au niveau du cadastre minier. Et leur exploitation fait l'objet d'une procédure conjointe qui passe par la mise en place d'un certain nombre de mesures dites de sauvegarde, notamment la conduite d'une étude d'impact environnementaux et sociaux. Et évidemment, il y a tout un cheminement qui fait que l'opérateur reste assujetti à un certain nombre de conditionnalités pour l'exploitation. Il se trouve que les carrières sont une exploitation parfois qui porte préjudice à l'esthétique et notamment au paysage. Et il reste que, évidemment, un certain nombre d'opérateurs ne sont pas nécessairement engagés en termes environnementaux et ne sont pas systématiquement dans la volonté d'assurer la remise en place, la remise en l'état initial. Et effectivement, dans ce genre de situation, les services du ministère de l'Environnement demeurent mobilisés à travers les services de la Direction du contrôle environnemental qui est donc en œuvre, qui est à l'œuvre donc de façon quotidienne avec ces carrières. Et il faut dire aussi que nous avons un nombre impressionnant de carrières. Il y a évidemment les carrières dites artisanales qui ne sont pas nécessairement régies par le ministère des Mines, mais qui sont régis par les communes. Et évidemment, la carrière, c'est quel qu'en soit un peu le type de matériaux. Parce qu'il y a des carrières de gravier, il y a des carrières, évidemment, de coquillage, des carrières de sable, il y a différents types de carrières. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de vide réglementaire en matière de gestion des carrières. Ce qu'il y a, c'est tout simplement un équilibre qui est recherché de façon continue entre l'exploitation et entre la sauvegarde environnementale. Et je pense que l'objectif de l'environnement, ce n'est pas de suspendre ou de porter préjudice à la rentabilité économique des ressources. Ce n'est pas ça le rôle de l'environnement. L'environnement, son rôle, c'est d'assurer la durabilité de l'exploitation. Autrement dit, d'assurer que dans cette exploitation-là, qu'il y a une dimension environnementale, qu'il y ait de l'engagement pour la durabilité. Et c'est cela qui est assuré à travers l'étude d'impact sur l'environnement et à travers la procédure de contrôle qui est une procédure continue. Donc je pense que si, à mon avis, il y a quelque chose à signaler en matière de carrière, c'est justement la nécessité de promouvoir l'engagement, je dirais, inné
au niveau de ces opérateurs-là, et en même temps de mobiliser le gouvernement en tant que tout, avec les ministères de l'Environnement, mais aussi le ministère des Mines, les communes, mais aussi la force publique, pour que les situations de mise en l'état soient systématiquement respectées. Évidemment, nous avons des cas où des carrières sont abandonnées sans la remise en l'état initial. Et ça, ce sont des cas qui sont actuellement répertoriés et qui sont en train d'être donc de faire l'objet d'un mapping au plan géographique. Et le ministère de l'Environnement est en train de prendre des mesures pour assurer que ces contraventions-là ne soient plus impunies et que effectivement qu'il y ait donc une gestion plus durable, plus rationnelle et plus équitable de ces ressources naturelles, comme je l'ai dit, qui sont des ressources naturelles importantes. Parce que s'il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de matériaux de construction. Donc c'est l'économie qui va en pâtir. Et je pense que c'est comme je dis, c'est un dilemme d'allier et de concilier l'exploitation, la plus-value, la valeur, et d'allier évidemment cela avec la durabilité qui ne peut être garantie que par un respect scrupuleux des dispositions de sauvegarde environnementale. Il n'y a pas d'autre choix. Vous avez tantôt parlé de l'objectif de l'environnement, mais entre autres objectifs de l'environnement, par exemple, je donne l'exemple d'un cas précis, les jardins qui se trouvent dans le quartier de Sabra, par exemple. L'objectif de l'environnement n'est-il pas de permettre à une ville d'avoir un poumon vert au lieu de la laisser se détériorer comme ce qui arrive? Oui, bon, de toute façon, l'environnement n'a pas de problème avec les jardins de Sabra. Il faut dire que les jardins de Sabra, c'est des jardins qui, évidemment, représentaient une exploitation qui remontait aux années 70, qui était, évidemment, une best practice, comme on dit, une bonne pratique qui était quelque chose de très bénéfique et de très connu pour Nouakchott, avec le croissant vert, le croissant rouge mauritanien qui a déjà dans les années 70 avait parrainé, avait assez la promotion de ce site. Mais les choses ont changé parce que la productivité du site a finalement baissé de façon dramatique. Et finalement, il y a eu tout un ensemble de conditions qui ont fait que malheureusement la production et la productivité du périmètre n'étaient plus au beau fixe et qu'à un moment donné, il n'y avait plus réellement de la rentabilité. Et en même temps, et ça c'est connu, avec des montées salines, avec des problèmes d'eau, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour irriguer les périmètres, et les spéculations pratiquées n'étaient plus rentables par rapport à d'autres sites de production à Nouakchott ou ailleurs. Et finalement, c'est un site qui a continué à tout simplement représenter un site un peu de phéniciculture, de palmiers qui n'était plus productif, avec la pression immobilière. Mais je pense que finalement, le site, il existe. C'est un site qui aussi renvoie à des propriétés, parce que c'est un site où les bénéficiaires déjà disposent de titres fonciers, de permis, et c'est un site qui, à mon avis personnel, représente comme un atout écologique pour la ville, mais malheureusement, en termes de production, ce n'est plus un site compétitif. Aujourd'hui, pour le remettre vraiment en marche, il faudra investir, et je ne suis pas sûr que cela aujourd'hui vaut la peine par rapport à d'autres sites comme le PK17 ou l'agropole que le gouvernement a mis en place, qui est déjà un site qui est prêt, qui correspond aux intrants qui sont nécessaires et remplaçables pour une production rentable. Et dans tous les cas de figure, je vois le site de Sabra, et il est très présent dans la littérature aussi, parce que c'est un site, comme je l'ai dit, qui remonte aux années 70. Donc nécessairement, c'est un site qui a alimenté la ville en bonne partie, en tout cas, de ses besoins en légumes et en produits maraîchers. Mais c'est un site qui, pour des raisons que je viens de décrire, n'est plus en mesure de représenter une production. Et donc, la production, c'est quelque chose de pragmatique. Vous avez des intrants, vous avez un bilan. Si vous ne pouvez pas produire,
vous ne pouvez pas réellement continuer à utiliser des intrants, à utiliser des ressources. Et à continuer, cela serait tout simplement une question de nostalgie. C'est vrai que la nostalgie, c'est une notion qui est très chère, qui s'apparente un peu à la morale et même à des dimensions aussi un peu de sociale. Mais à elle seule, à mon avis, elle ne pourrait pas permettre vraiment de relancer la production dans un exercice ou dans un contexte de compétition. Parce que le périmètre SEPRA, ce n'est pas le seul périmètre. Vous avez un workshop d'autres périmètres aujourd'hui qui rivalisent et qui ambitionnent aussi des produits. Mais sinon, je pense qu'effectivement, le gouvernement s'est penché sur la question. Il y a eu des monographies, il y a eu des évaluations, il y a eu même des comités interministériels qui se sont penchés sur la question, qui est une question multidimensionnelle, avec déjà une connotation sociale, parce qu'il y a quand même quelque chose comme 2000 familles qui a été citées, en tout cas, je dirais, dans la littérature. Il y a la dimension écologique, mais il y a aussi la dimension immobilière, parce que quelque part, le périmètre SEPRA, c'est un périmètre qui est enchevêtré entre deux muqata'a avec une très très forte pression immobilière. Et il y a les autres dimensions de l'exercice. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait l'objet de concertation entre les ministères concernés, qui sont d'abord le ministère de l'Agriculture, parce que c'est quand même une question d'agriculture. Mais c'est une question qui, malheureusement, à mon avis, est impactée par cette baisse de production, qui est une baisse qui n'est ni induite et qui est évidemment unanimement constatée sur ce site-là. Merci. Monsieur Dr Dar, l'impact économique et sur la biodiversité du parc. Et vous allez nous parler également des ressources financières de ce parc. Oui, en matière de conservation de la biodiversité, je dois dire que le parc aujourd'hui renferme un patrimoine biologique assez considérable au niveau de la faune, de même aussi au niveau de la flore. C'est ce que j'avais tantôt expliqué par le fait que le Bas-Delta est un carrefour d'un ensemble d'écosystèmes marins, fluvial et continental. À titre d'exemple, si on prend le cas de la population d'oiseaux migrateurs, il est recensé au niveau du parc aujourd'hui plus de 110 espèces d'oiseaux d'eau. Donc, c'est une diversité biologique assez considérable et avec un effectif qui ne cesse d'accroître. Et cela, en fait, exprime que la santé du milieu est assez importante, car les oiseaux d'eau sont vraiment des bio-indicateurs de la qualité du milieu. C'est le cas aussi de la réapparition de certaines de nouvelles espèces qui existaient pour ce qui concerne les mammifères. C'est le cas aussi des reptiles et amphibiens. C'est aussi le cas d'un ensemble d'espèces hautement importantes en termes de la flore. Et donc le parc, il constitue un site d'excellence pour l'ensemble de ces populations floristiques et faunistiques où elles passent un cycle de vie, une partie de leur cycle de vie au niveau de ce parc. Et donc, en matière de ressources financières, je dois dire que le parc est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et il reçoit, à l'instar de l'ensemble des établissements publics, une subvention de l'État mauritanien dans la loi des finances initiales. À cela s'ajoute la contribution des partenaires techniques et financiers. Et il y a lieu de signaler que ces contributions sont des dons. Il ne s'agit pas en fait de crédit. Mais le plus important est que l'État mauritanien a pris une décision qui s'est traduite par la création de la mise en place d'un mécanisme de fonds durable, de financement durable. C'est ce qu'on appelle le BACOMAB, le fonds du BACOMAB de la biodiversité côtière et marine. Donc l'État mauritanien, avec certains de ses bailleurs techniques et financiers, notamment
la coopération allemande, l'Union européenne, la Fondation Lamava, l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial. Donc on crée ce fonds qui génère des intérêts et ces intérêts servent à financer le fonctionnement particulièrement de ces aires protégées en matière de surveillance, de suivi écologique. Et aujourd'hui, ceux qui sont déjà éligibles à ce financement depuis 2014-2015, c'est le Parc national du Bandarguin et le Parc national du Djaouling. Voilà en fait en gros sur ces mécanismes de financement ou les ressources financières de ce parc. Quels sont les défis auxquels il fait face? Les défis, on avait un défi majeur ces dernières années qui était la dégradation des infrastructures hydrauliques, les digues, comme je l'ai dit tantôt, qui ont un double objectif, le désenclavement, de même aussi la gestion de l'eau. Donc ces digues et l'ensemble des ouvrages hydromécaniques. Donc ce défi n'est plus d'actualité. Il y a un financement de la coopération allemande. C'est un programme vraiment d'investissement pour la mise en place d'infrastructures au niveau du Bandarguin et le Djaouling. Et les résultats étaient très significatifs et ça a rentré dans le bilan de l'action du gouvernement présentée par son Excellence M. le Premier ministre l'année dernière. Le défi aujourd'hui est de pérenniser ces acquis particulièrement. Et pour nous aussi, le grand défi aussi de pouvoir pérenniser les acquis de restauration écologique de cet écosystème. Comme je l'ai déjà dit dans mon intervention, c'est un parc semi-artificiel et donc qui répond à une stratégie de restauration écologique des fonctions d'un écosystème. Donc, ce qui fait qu'il est véritablement fragile et en effet, il va de soi qu'un ensemble de moyens logistiques et humains soient mobilisés afin de le conserver et d'assurer la pérennité de ces actions. L'autre défi est que le plan d'aménagement et de gestion qui a pris fin en 2017, nous sommes déjà sur l'actualisation de ce plan d'aménagement et de gestion car il constitue l'une des conditions d'éligibilité de ces financements durables avec le BACOMAP. Elle est en cours l'actualisation pour la période quinquennale 2018-2022. Donc la mobilisation des ressources financières pour sa mise en œuvre nous constitue un défi. L'autre chose aussi est que le parc, depuis sa création, intervient sur une zone largement supérieure à la zone centrale des 16 000 hectares qui figure dans son décret de création, mais indissociable d'un continuum hydrologique. Et donc, le plan d'aménagement et de gestion a été fait avec l'ensemble des parties prenantes et en vue de continuer la question du parc afin, en fait, de préserver les fonctions de cet écosystème au niveau de cette zone-là. Et c'est ce qui a fait l'objet d'un projet d'extension des limites du parc et qui corrobore et contribue à la mise en œuvre de la politique du gouvernement telle qu'elle a été présentée par son Excellence Monsieur le Premier ministre et qui répond aussi aux engagements multilatéraux de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale dans les objectifs d'Aichi d'ici 2020 que chaque pays fait une extension de ses aires protégées terrestres et marines. Monsieur Mohamed Yahya, on me signale qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, mais avant de nous quitter, il faut parler juste de la gestion du littoral. Et on ne peut pas parler d'environnement sans parler d'économie. Et où en êtes-vous avec... c'est un ensemble de questions que je vais poser comme ça. Avec la lutte contre les feux de brousse, je vois le ministère, il est actif sur ce plan. En résumé. Bon. Oui, en fait, comme je l'ai dit, il serait tout à fait difficile d'être exhaustif sur les questions qui font l'objet d'une action actuellement. Bon, vous avez parlé du littoral, vous avez parlé d'économie et vous avez parlé un peu de feux de brousse. Donc, je pense que pour commencer par les feux de brousse, les feux de brousse représentent l'un des axes, je dirais, où le ministère est actif
et vigilant de façon systématique parce que les feux de brousse représentent un mécanisme de prévention des pare-feux, représentent donc un mécanisme de prévention donc des feux de brousse qui, eux, représentent un fléau et un risque à la fois écologique mais aussi économique parce que les feux de brousse sont de nature à ravager des étendues de pâturage et ces pâturages, eux, correspondent à une valeur économique. Donc les pâturages représentent de l'argent. Si cet argent et donc si ces pâturages donc, sont brûlés, c'est une perte sèche pour l'économie. C'est pourquoi de façon anticipée, le ministère procède à l'ouverture chaque année d'un certain nombre de lignes dites de pare-feu et d'entretien d'un certain nombre de lignes de pare-feu sur une base étudiée suivant une projection qui est faite chaque année. Ça fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et c'est une action qui est prioritaire au ministère. Maintenant, évidemment, la bonne gestion environnementale, c'est la gestion qui allie l'économie et la conservation. Parce qu'aujourd'hui, la démarche de lutte contre la pauvreté, qui n'est pas intégrative de l'environnement ou de la gestion des ressources naturelles, elle est vouée à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, les articulations entre l'environnement et l'économie, ou l'environnement et la pauvreté, sont très claires et tellement organiques à tel point que ne pas les prendre en compte, c'est continuer à œuvrer de façon illusoire. Et donc, si vous regardez l'ensemble des actions, ces actions ont une connotation économique. Que ce soit les mesures de prévention, les mesures de sauvegarde, que ce soit les actions sur la biodiversité, les actions sur le changement climatique en termes d'adaptation, l'appui à la subsistance, l'appui à la possibilité de résilience, l'appui à la sécurité alimentaire, tout ça, ça a une connotation purement économique, mais aussi sociale. Et donc, finalement, l'ensemble des actions du ministère de l'Environnement vont représenter une confluence entre l'économie et la société et l'écologie, et donc les transferts font du développement durable. Donc je pense que l'économie de l'environnement, c'est quelque chose aussi qui représente des actions du ministère à travers un certain nombre de projets et qui représente un certain nombre de démarches qui sont extrêmement importantes pour qu'on cesse de regarder la gestion environnementale comme étant quelque chose de différent de la promotion économique. Et je pense que ça fait que aujourd'hui les projets économiques, on ne peut pas aujourd'hui aller dans un sens de promotion économique d'un projet d'envergure sans en assurer au préalable la smartitude, je dirais un peu l'orthodoxie si vous voulez, ou la rectitude du point de vue environnemental. Et c'est là l'intérêt d'un outil de gestion qui est cité dans la loi cadre sur l'environnement, qui s'appelle l'étude d'impact sur l'environnement. C'est pour assurer la durabilité. Et la durabilité, pourquoi elle est assurée? C'est pour que tout simplement que le projet ne se termine pas, je dirais, dans le mur. Et c'est là la différence entre un projet où il y a la durabilité et un projet où il n'y a pas la durabilité. Et c'est là où il y a la différence entre un développement durable et un développement non durable. Parce que aujourd'hui, quand on parle de développement durable, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on dit développement, il faut qu'on dise durable. Il n'y a pas que le développement durable. Il y a beaucoup de développements qui ne sont pas durables et qui sont aux antipodes de la durabilité. Alors, ça arrive quand? Ça arrive quand, tout simplement, dans un projet économique, on se soucie seulement du cash flow, on se soucie seulement de la valeur, on se soucie seulement de la monnaie et du flux financier. C'est là où on va cesser de penser aux mesures de sauvegarde, on va cesser de penser à l'ensemble des notions et des concepts qui font la durabilité, et dans ce cas, on va aller et on va terminer notre course dans le mur. Et ça, c'est arrivé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de ressources, que ce soit des ressources pétrolières, gazières, minières ou autres, pour ne parler que de des industries extractives qui sont extrêmement à risque. Et donc, c'est valable aussi pour l'ensemble des projets économiques. Donc, il faut essayer de
de comprendre la durabilité pour en être convaincus. Et non pas continuer à dire nous sommes dans le développement durable, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la durabilité. Et malheureusement, il y a des projets qui à un moment ou à un autre de leur cycle, ils se rendent compte et donc commencent à être vus comme étant des projets, malheureusement, qui sont partis aux antipodes de la durabilité. C'est vrai qu'ils peuvent générer de l'argent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils ne sont pas dans la durabilité. Et donc, évidemment, le développement durable comme notion, qui est connue depuis 1987, c'est une notion qui comprend aussi l'équité. Et il y a aujourd'hui la 4e dimension du développement durable, c'est la gouvernance. Parce que, quoi que tu fasses, si tu n'as pas de bonne gouvernance, tu ne peux pas prétendre être dans la durabilité et dans le développement durable. Donc, je pense que tout ça, c'est pour dire que l'économie, elle est au centre des préoccupations environnementales. Et aujourd'hui, les pays qui ont excellé dans la lutte contre la pauvreté, dans la promotion de leur économie, ce sont les pays qui ont allié cela à la conservation et qui ont prouvé qu'aujourd'hui, si dans une économie, les ressources naturelles assurent la valeur pour une économie, c'est le cas de la Mauritanie. La Mauritanie, aujourd'hui, le budget, évidemment, c'est un budget composite. Il y a une grande partie qui nous arrive, qui est une contrepartie de nos ressources halieutiques. Il y a une grande partie qui est une contrepartie de nos ressources minières. Mais aujourd'hui, il faut aussi que cette économie puisse renvoyer l'ascenseur, comme on dit, à l'environnement et à la protection de ressources naturelles, qu'elles soient minières, halieutiques, hydriques ou autres, ou pastorales. Parce que c'est ça l'équité et je pense que ce sont des notions qui sont phares dans le volet politique de l'exercice du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire le volet développement durable. Merci. Nous aurions pu également parler du réchauffement climatique, entre autres sujets, des perspectives. En résumé, si vous avez aussi un dernier mot. Oui, donc juste avant de répondre, si vous le permettez, c'est les perspectives au niveau du parc, je dois tout juste apporter qu'en termes de conservation du littoral mauritanien, vous avez les 2 aires protégées, le parc national du Grand d'Arguin en amont de ce littoral et en aval le parc national du Djaouling. Et également, vous avez aussi un projet qui démarre incessamment sur le financement de la Banque mondiale, le projet WACAR. C'est un projet régional et dans lequel notre pays a pris beaucoup de devants, surtout que nous avons déjà notre plan d'aménagement du littoral, le PDALM, et qui en fait a été également réalisé par le département. L'autre chose aussi, cette notion sur laquelle a beaucoup insisté mon collègue M. Lefdal, le développement durable. Il ne faut pas oublier aussi que le processus de création de ce ministère jeune a commencé par un secrétariat d'État chargé de l'environnement, par la suite un ministère de l'environnement et du développement durable. Donc, ce n'est pas en fait au hasard de créer en fait ce terme au niveau de cette dénomination au niveau du département de l'environnement. Et donc, pour revenir à votre question en matière de perspectives, les perspectives pour le parc national du Djaouling est d'assurer tout d'abord les conditions d'éligibilité de ce mécanisme de financement durable que l'État mauritanien a pris avec les bailleurs de fonds pour garantir la conservation et la gestion de ces aires protégées. Et donc, ces conditions d'éligibilité sont d'avoir un document de planification à jour tel que les plans d'aménagement et de gestion. Et je l'avais dit tout tantôt que le processus de son actualisation a été déjà amorcé avec la coopération allemande, la GIZ. Et donc, de pérenniser aussi l'ensemble des acquis, notamment ces acquis d'investissement en matière de digues et d'ouvrages hydromécaniques qui constituent la colonne vertébrale de ce parc. Également l'ensemble des acquis en matière d'infrastructures immobilières qui sont construites par le projet financé par la KfW, donc la coopération allemande. Donc, Monsieur Mohamed, si vous avez un dernier mot. Bon, pas spécifiquement. Je pense que moi aussi, à mon tour, je vous remercie pour cette initiative. Je pense que nous sommes
très engagé pour accompagner les médias, notamment la télévision de Mauritanie, pour tout ce qui converge avec les objectifs du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et je pense que c'est un média qui a souvent fait preuve de beaucoup de proximité du ministère et c'est une source de satisfaction au niveau de ce département. Je pense que j'ai juste voulu rappeler que comme notre ministre, M. Hamidou Camara, a souvent l'habitude de dire, le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un département ministériel qui a une spécificité, je dirais peut-être inédite, c'est qu'il intervient sur chaque kilomètre carré de territoire. Donc, que ce soit un biome naturel, que ce soit un milieu ou un autre, que ce soit une question de chasse, une question de forêt, une question d'énergie, une question de climat, une question de sécurité alimentaire, une question de... Et donc, c'est un département qui effectivement est très sollicité, c'est un département qui est très technique aussi. Et je pense que ce qu'il faut, à mon avis, ne pas perdre de vue, c'est que c'est un département dont le rôle est imbriqué sur un grand niveau de partenariat. Donc, ce niveau de partenariat, je pense que le ministère il est très preneur et il est très ouvert. Nous avons un département très dynamique. Nous avons un management au niveau du ministère qui est un management très dynamique et très ouvert. Et je pense que nous avons, dans notre exercice, vraiment fait preuve de beaucoup d'ouverture sur tous les acteurs, étatiques ou non. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est que les Mauritaniens puissent réellement mieux acquérir la conviction que la gestion environnementale, c'est quelque chose qui ne peut pas remplacer le partenariat et qui ne peut pas se faire sans le partenariat. Et que tout le monde est acteur en matière de gestion environnementale. Et que les maires, les communes, c'est des acteurs. Il ne faut pas qu'ils démissionnent. Il ne faut pas qu'ils cèdent ou ils essaient de céder ou de rétrocéder leur mandat. Il ne faut pas non plus que les autres départements cèdent le leur. Il ne faut pas perdre de vue qu'au niveau des quartiers, quel que soit le type de structuration, d'organisation, les citoyens, la ménagère, les commerçants, tout ce monde-là, c'est des acteurs. Donc, il me semble que nous avons besoin d'un niveau élevé, d'un niveau accru d'engagement pour que tous ces acteurs-là puissent jouer leur rôle. On ne peut pas, à mon avis, s'attendre à ce que les communes, les problèmes des communes, les problèmes des ménages, les problèmes des commerçants, les problèmes des marchés, les problèmes des autres départements, les problèmes de tout type de consommation, tout type d'usage, soit réglés par le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a un rôle régulateur, a un rôle catalyseur, a un rôle accompagnateur, a un rôle de plaidoyer, mais c'est un département qui, comme je dis, dont le rôle est imbriqué sur l'hypothèse que tout ce monde-là joue son rôle. Et je pense que c'est là où nous devons continuer, et je pense que c'est là où nous sommes en train de faire aussi, d'atteindre des résultats, parce que quelque part, les choses sont mesurables. Aujourd'hui, le département est en mesure aujourd'hui de faire des mapping et de dire effectivement telle ou telle collectivité locale, tel ou tel département, telle ou telle structure, tel ou tel acteur ne sont pas en mesure réellement d'honorer les engagements. Et c'est là où le ministère apparaît comme un régulateur du contexte environnemental. Et ça, c'est très important. L'autre chose, c'est dire que en réalité, le département est un département qui travaille évidemment avec beaucoup de départements qui sont impliqués de façon directe, parfois indirecte, à la gestion environnementale. Donc, nous sommes un département ministériel, mais c'est un département qui travaille sur des questions qui sont aussi gérées de façon conjointe, parfois de façon très significative par d'autres départements. Et donc, les départements chargés des mines, chargés de l'énergie, chargés de l'agriculture, de l'élevage, le ministère chargé de l'eau, hydraulique, l'assainissement, de l'aménagement du territoire, le ministère chargé des pêches, tous ces départements-là, c'est des départements qui sont au cœur de la gestion environnementale, y compris le ministère de l'équipement et des transports. Et donc je pense que là aussi, il y a une hypothèse que nous sommes vraiment dans une configuration optimale de solidarité gouvernementale.
Et ça sous-entend qu'effectivement, que ces départements-là aussi œuvrent pour faciliter la tâche régulatrice et le mandat régulateur au ministère de l'Environnement. Et ça aussi, c'est une hypothèse. Et je pense que nous sommes dans ce contexte-là, mais je pense que ce sont là deux conditions qui restent fondamentales pour vraiment arriver à une bonne performance et à améliorer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de constater avec un département qui est certes dynamique, qui est jeune, mais qui est un département dynamique et qui continue à batailler un peu, entre guillemets, sur tous les fronts. Et c'est ce qu'on est en train de constater depuis en tout cas, la création de ce ministère dans sa configuration actuelle. Vous l'avez dit que le ministère intervient dans tous les secteurs. C'est ce qui explique qu'on n'a pas pu d'ailleurs faire le tour de tous les programmes de ce ministère et nous nous en excusons. Et c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais avec Mohamed Yahya Ould-Afdal, qui est chargé de mission au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est également responsable de sa communication. Ça, j'avais oublié de le dire au début de l'émission et je m'en excuse. J'étais également avec Dr Daf Ould Sehla Ould Daf, qui est directeur du parc Diaoling. Je remercie également mon équipe technique, Mohamed Mahmoud Shrif Tahar, Mokhtar Oulalem, qui était au cadrage, Nodal Tahman Oulbou, programmation Naama, son cher Tourad Oul Habib et réalisation Mustafa Mohamed. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.